Bonjour, donc je me présente. Je m'appelle Laoussine Meimouni, professeur de l'enseignement supérieur à la faculté polydisciplinaire de Ouarzazate et responsable du cours électromagnétisme dans le vide. Donc on va enchaîner la suite des cours en ligne. Donc aujourd'hui, je vais présenter le chapitre numéro 4 intitulé Magnétostatique dans le vide et phénomène d'induction. Donc on va d'abord commencer par une introduction dans laquelle je vais parler un petit peu de l'histoire de la magnétostatique. Donc les immonphes sont connus depuis l'Antiquité sous le nom de magnétites. Pierre trouvée à proximité de la ville d'Antercuis. C'est de cette pierre que provient le nom actuel du champ magnétique. Donc les Chinois furent les premiers à utiliser les propriétés magnétiques il y a plus de 1000 ans pour faire du boussole. Donc on sait très bien l'intérêt des boussoles ou bien l'utilité des boussoles, c'est de trouver le nord ou bien le sud, l'est ou l'ouest. Il était constitué d'une aiguille de magnétite posée sur de la paille flottant sur de l'eau contenant dans un récipient gradué. Donc l'étude quantitative des aimants et courant fut faite par les physiciens de Biot et Savart en 1820. Ils mesurèrent la durée des oscillations d'une aiguille aimantée en fonction de sa distance à un courant rectiligne. Ils trouvèrent que la force agissant sur un pôle est dirigée perpendiculairement à la direction reliant ce pôle au conducteur et qu'il varie en raison inverse de la distance. De ces expériences, Laplace déduisait ce qu'on appelle aujourd'hui la loi de Biot et Savart. Donc on va passer à quelques définitions du champ magnétique. Donc un milieu magnétique est un milieu qui s'aimante lorsqu'on le place dans un champ magnétique extérieur. Donc un milieu aimanté est un milieu dont chaque élément de volume se comporte comme un dipôle magnétique de moment magnétique D de M. La magnétostatique a pour objectif l'étude des effets créés par des courants électriques constants. Donc il existe des matériaux qui sont aimantés en l'absence de champ magnétique extérieur. Ces matériaux sont appelés des aimants. Donc maintenant, on va passer à la nature des effets magnétiques. Donc pour cela, on va considérer deux charges ou bien deux particules Q1 et Q2 situées à un instant T au point M1 et M2. Donc en l'absence de mouvement, la particule Q1 crée au point M2 un champ électrostatique E1 au point M2. Et la particule Q2 subit une force dont l'expression est donnée par la loi de Coulomb. Donc je rappelle ici que nous avons déjà vu la loi de Coulomb en S2. Et donc l'expérience montre que la trajectoire décrite par cette particule ne peut être expliquée uniquement par les effets électriques dus au champ électrostatique. Cependant, la particule Q2 est soumise à une deuxième force dite électromagnétique qui apparaît au deuxième membre de la nouvelle expression. Et donc, d'une manière générale, on peut résumer ou bien donner la loi de Coulomb par F est égal à la charge fois le champ électrique plus la charge et V fois V vectoriel B. Donc F ici, c'est la force, Q la charge, E le champ électrique, V est la vitesse de la charge, et B, c'est le champ magnétique. Donc la question maintenant, on va essayer de calculer ou bien de trouver l'expression du champ magnétique. Donc pour cela, on va passer à un champ magnétique créé par une charge ponctuelle. Donc pour cela, on va supposer carrément une charge Q au point P qui est bien sûr animée par une vitesse V. Et la question, c'est de calculer le champ magnétique BM
au point M distant de R, par exemple, par rapport à M. C'est-à-dire que R est la distance entre P et M. Donc, l'expression du champ magnétique est donnée par l'expression suivante. Bm est égal à μ0 sur 4pi. La charge V vectorielle Pm sur Pm au carré. Voilà, donc l'unité du champ magnétique ici, c'est le Tesla. Donc on peut avoir d'autres systèmes dont le Gauss qui égale à 10 à la puissance moins Tesla. Et donc le Gauss, c'est quoi? C'est le centimètre, le gramme et le second. Donc, plutôt, donc on peut avoir par exemple le Gauss qui est bien sûr le centimètre, le gramme et le second. Et la seconde. Donc ici, μ0, c'est un facteur de perméabilité du vide et il décrit la capacité du vide à laisser passer le champ magnétique et sa valeur dans le système international est donnée par 4pi 10 à la puissance moins 7 Henri par le mètre. Donc là, on va passer à quelques propriétés importantes du champ magnétique. Et donc, de même, pour que le champ électrostatique, le principe de superposition sur le champ magnétique s'applique de la même manière à ce que nous avons déjà vu en électrostatique. Par exemple, si on considère deux particules, Q1 et Q2, alors le champ magnétique créé en M, en un point quelconque de l'espace, sera la somme vectorielle du champ créé par chaque particule. Donc là, on va passer à quelques grandeurs pour calculer du champ magnétique. Par exemple, pour un aimant courant, donc le champ magnétique il est de l'ordre de 10 millitesla. Pour un électroaimant ordinaire, le champ magnétique il est de l'ordre de 1 Tesla. Pour les champs magnétiques terrestres, donc il y a carrément le champ perpendiculaire et le champ parallèle, donc il est de l'ordre de 0,4 Gauss pour le champ perpendiculaire et le champ parallèle il est de l'ordre de 0,3 Gauss. Donc là, comme nous avons calculé l'expression du champ magnétique pour une charge ponctuelle, P par exemple, pour une charge ponctuelle, là on va calculer la même chose, le champ magnétique créé par un ensemble de charges. Et donc pour cela, on va considérer une particule de charge QI située à du point PI dont la vitesse est VI. Donc, en vertu du principe de superposition, le champ magnétique créé en un point M est la somme vectorielle du champ créé par chaque particule. Et donc là, on va écrire que Bm est égal à μ0 sur 4pi, la somme de QI, VI, vectoriel PIM sur PIM à la puissance 3. Donc, si le nombre de particules est très grand, dans un volume V donné, et qu'on s'intéresse à des échelles spatiales bien plus grandes que la distance entre les particules, il est très avantageux d'utiliser une description continue au lieu d'une description discrète. Et donc, la formule générale de cette description continue est donnée, par exemple, lorsqu'il s'agit d'une distribution volumique, est donnée par l'expression suivante. Bm est égal à μ0 sur 4pi. L'intégrale, donc j'intègre sur un espace volumique, et donc là, j'ai la variation de la charge, V au point P', par exemple, vectoriel P', M sur P', M à la puissance 3. Donc maintenant, on va passer à la loi de Biot et Savart. Donc la loi de Biot et Savart, 1820, a été établie expérimentalement et fournit un lien explicite entre le champ magnétique et le courant électrique. C'est ce que plus tard, en 1820, que les physiciens ont réalisé que le courant était dû au déplacement des particules dans un conducteur. Donc par exemple, on a un point P ici, donc je suppose carrément que j'ai un contour, donc sous forme de spire par exemple, orienté dans ce sens et parcouru par un courant, et on a un point P,
je vais créer carrément un déplacement d de OP. Et donc la question, c'est de calculer le champ magnétique BM en M distant de R par rapport à O. Et donc, comme j'ai une spire, je peux par exemple faire allusion à une circulation. Et donc, je peux calculer le champ magnétique BM est égal à μ0 fois I sur 4pi. Et donc, j'intègre sur le circuit C par exemple, et j'ai le déplacement d de P vectoriel PM sur PM3. Donc, P est un point quelconque le long du circuit et d de P est égal à la variation de OP. Donc, d de P, donc voilà, la variation du champ magnétique est définie par un produit vectoriel. Elle est donc donc il faut faire extrêmement attention à l'orientation du circuit. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des signes moins qui peuvent, par exemple, être très intéressants dans la mesure où ils sont bien pris en considération. Ensuite, on va passer maintenant à quelques règles qui permettent, par exemple, de choisir le sens de déplacement, par exemple, ou bien l'orientation. On peut parler, par exemple, des règles des 3 doigts de la main droite, la règle du bonhomme d'Ampère, les règles du tire-bouchon et les règles des pôles magnétiques. Donc maintenant, on va faire un exemple dans lequel je vais calculer le champ électrique créé par un circuit filiforme de forme simple. Pour cela, considérons un circuit filiforme constitué d'éléments rectilignes parcourus par un courant stationnaire d'intensité I. Le champ magnétique créé par une telle distribution s'obtient en semant vectoriellement les champs produits par les différents éléments. Donc pour cela, ici, on va considérer carrément un segment en Z, par exemple, et je suppose que j'ai OM appartenant à l'axe OZ, plutôt O appartenant à l'axe OZ, pareil que P, et la question c'est de calculer le champ magnétique en un point M distant de D par rapport à O. Et donc, par rapport à l'axe Z, je peux avoir les angles suivants. Donc, θ, qui va carrément, donc j'ai θ, qui forme l'angle PMO, et j'ai θ1, qui forme par exemple l'angle OMP2, et θ2, qui forme l'angle OM et P1. Donc, comme on connaît l'expression du champ magnétique, donc BM est égal à μ0 fois I sur 4pi epsilon 0, l'intégrale de D de L vectoriel PM sur PM3. Donc, D, c'est OP, OM, c'est D porté par le vecteur unitaire au roue. Donc, on va faire la projection de M sur l'axe du fil au Z. Et donc, après, on va utiliser le paramètre angulaire, comme je l'ai dit tout à l'heure, θ est égal à MO et PM. Donc, l'expression maintenant, pourquoi? Parce qu'en fait, ici, j'ai un produit vectoriel, là, j'ai un produit vectoriel et peut être transformé en sinus au Z PM. Et donc, je vais écrire, donc, dans le schéma, nous avons quoi? Nous avons cosinus de θ est égal à PM, et donc est égal plutôt à D sur PM. Et donc, ce qui permet d'écrire que PM est égal à D cosinus θ. Et donc, dans l'expression là, donc on a intérêt à chercher 1 sur PM au carré, et donc égal à cosinus au carré sur D au carré. Pareil aussi, on peut calculer tangente de θ. Tangente de θ est égal à Z sur D. Et donc, je peux avoir Z est égal à D tangente de θ. Et comme P se déplace sur l'axe Z, donc ça veut dire que Z, elle est variable. Et donc, je peux carrément calculer la variation du D de Z par rapport à D de θ pour que je puisse trouver D de Z égale à D de θ sur cosinus θ au carré.
Donc la question maintenant, c'est de trouver la relation entre l'angle alpha et θ. Donc on voit, on a carrément un triangle droit, et là j'ai alpha plus θ plus p sur 2 est égal à pi. Et donc ce qui permet facilement de trouver la relation entre alpha et θ. Et donc voilà, en se basant sur p sur 2 plus θ plus alpha est égal à pi, je peux trouver facilement que sinus de EZ, Pm est égal à cosinus de θ. Donc on va ramener tous ces éléments dans l'expression, donc voilà les trois éléments dans l'expression de Bm pour que je puisse enfin trouver Bm est égal à mi0 fois I sur 4pi fois D sinus θ2 moins θ1. Donc je vais revenir que θ2 il est carrément, donc voilà, et donc après intégration, je peux avoir les max et les min, donc c'est les θ1 et les θ2. Donc on va voir maintenant quelques cas extrêmes de θ1 et de θ2. Donc si θ1 est égal à moins p sur 2 et θ2 est égal à p sur 2, on peut obtenir une nouvelle expression du champ magnétique, et donc Bm est égal à mi0 fois I sur 4 sur 2pi fois D porté par le vecteur unitaire au phi. Donc remarque, l'approximation du fil infiniment long est souvent utilisée pour calculer le champ magnétique créé au voisinage d'une portion rectiligne d'un circuit dans les autres parties, et qui sont nécessaires en régime stationnaire puisque le circuit doit être fermé sans éloigner de la zone d'étude. Là, on va passer à un autre exemple dans lequel on va calculer le champ magnétique créé par une spire circulaire. Donc là, on va considérer une spire plane de rayon grand R est parcourue par un courant I, il est là, et donc le champ magnétique produit au point M est donné par l'expression suivante. Donc Bm est égal à mi0 fois I sur 4pi, j'intègre sur le contour C, bien la spire, et donc d de L vectoriel Pm sur Pm3. Donc je peux sortir les éléments de l'intégrale, et donc il me reste carrément cette quantité fois l'intégrale de d de L vectoriel Pm. Donc sur le schéma, on peut tirer les informations suivantes. Donc nous avons Pm au carré est égal à R au carré plus Z au carré. Et donc je peux tirer carrément que Pm est égal à R au carré plus Z au carré, mais le tout en racine carrée. Je peux calculer sinus de alpha, donc sinus de alpha est égal à R sur Pm. Et donc ce qui permet facilement de trouver que sinus de alpha est égal à 1 plus Z sur R, tout au carré, mais l'ensemble est à la puissance moins 1,5. Donc finalement, on peut trouver l'expression de Bm qui est égale à mi0 fois I sur 4pi R3 sinus de alpha 3 et l'intégrale de L vectoriel Pm. Donc deux éléments de la spire Pm et P' sont symétriques par rapport au centre O, donc ont les mêmes contributions en symétrie par rapport à l'axe OZ, qui est donc porté par OZ. Donc on a Bm, le champ magnétique maintenant, il est porté par OZ, donc je peux calculer carrément la valeur algébrique du champ magnétique qui est porté par OZ par l'expression suivante. Regardez ici, là, parce qu'en fait là, il y a un produit avec un produit mixte, donc qui va donner par la suite un scalaire. Donc voilà, on va passer carrément à une propriété du produit mixte dans laquelle je vais écrire d de L vectoriel Pm fois EZ et qui est égal à Pm sinus de alpha fois d de L. Et donc je vais ramener cette expression dans l'intégrale pour finalement trouver que Bm est égal à mi0 fois I sur 2R sinus de alpha 3 fois OZ. Donc voilà, lorsque alpha est égal à pi sur 2,
on obtient carrément le champ magnétique au centre qui égale à B au centre est égal à mu 0 fois I sur 2R pour fois OZ. Donc il est très simple maintenant de faire une représentation graphique du champ magnétique en fonction du rapport Z sur R. Et donc on voit carrément que lorsque le champ magnétique, lorsque Z égale à 0, le champ magnétique il est égal à B en haut qui égale à mu 0 fois I sur 2R. Et donc carrément on a Z sur R, donc on peut carrément choisir des éléments. Par exemple, je vais choisir 0,5, 1, et par raison de symétrie, je vais choisir moins, donc 0,5, c'est moins 1, c'est moins 1,5 et moins 1. Donc de la même manière, on peut calculer, étant donné que nous avons calculé le champ magnétique pour une spire, on peut calculer par la suite le champ magnétique pour un ensemble de spires qui constitue un solénoïde, par exemple. Et donc, un solénoïde est constitué, d'un enroulement d'un fil conducteur autour d'un cylindre. On suppose que ce fil est suffisamment mince pour pouvoir modéliser ce solénoïde comme une juxtaposition de spires coaxiales avec N et le nombre de spires par unité de longueur. Et donc là, j'ai un spire, donc un solénoïde qui est constitué par un ensemble de spires et chaque spire est parcouru par un courant. Donc j'ai R, c'est le rayon. Et la question, c'est de calculer le champ magnétique en un point M, donc dans laquelle je vais calculer bien sûr la variation de D de B. Et donc si on suppose carrément que j'ai un point P, donc à son tour, il va créer carrément un déplacement D de Z. Et donc, les propriétés de symétrie de courant montrent que le champ magnétique du solénoïde, et qui est la somme vectorielle du champ magnétique, par chaque spire et suivant bien sûr l'axe OZ. Donc, on peut avoir carrément le champ magnétique D de Z est égal à mu 0 N fois I fois D de Z sur 2R sinus de alpha 3 porté par EZ. Et donc là, N, c'est le nombre de spires. Et donc, si je vais revenir au schéma pour calculer tangente alpha est égal à R sur Z, D de Z est égal à R sur sinus alpha au carré fois D de Z. Donc là, il faut faire attention sur le signe de D de Z qui doit être cohérent avec notre convention de signe que nous avons adoptée. Et donc, on peut, avec un calcul très simple, on peut remplacer les éléments que j'ai calculés, tangente alpha et D de Z, pour finalement trouver D de B est égal à mu 0 fois I N sur 2 cosinus de alpha 1 moins cosinus de alpha 1 fois alpha 2 qui est porté bien sûr par OZ. Et donc, lorsque alpha 1 tend vers 0, alpha 2 tend vers pi, je peux trouver finalement l'expression du champ magnétique B qui égale à mu 0 fois N fois I fois OZ. Maintenant, on va passer au théorème d'Ampère. Et donc, le théorème d'Ampère, donc là, je vais faire d'abord l'énoncé. Dans le vide, la circulation du champ magnétique B est le long d'une courbe fermée, orientée par exemple delta plus, égale au produit par mu 0 de la somme algébrique des intensités I du courant qui traverse une surface S quelconque, s'appuyant sur le contour delta plus. Et donc là, par exemple, j'ai un schéma dans lequel j'ai du courant qui rentre, et du courant qui rentre et qui sort, et du courant qui se trouve à l'extérieur. Donc si on adopte la loi énoncée, ou bien la loi du théorème d'Ampère, je peux dire que la somme du courant, ici j'ai carrément, selon la direction du vecteur unitaire n, donc j'ai carrément plus et 1, moins et 3, et plus I2 et moins I2, mais I4 n'est pas inclus parce qu'en fait il se trouve en dehors.
Et donc, je peux avoir carrément la circulation de B le long de L est égale à μ0 fois la somme de tous les courants. Et donc, la somme de tous les courants est égale à μ0 fois I1 moins I2, parce qu'en fait, il y a un courant qui rentre I2 et qui sort, et donc c'est égal à 0. Et par conséquent, je vais avoir que μ0, que la circulation égale à μ0 fois I moins I3. Donc, on sait aussi que le courant peut être écrit sous la forme suivante, donc égale la densité de courant fois le déplacement. Donc sur le schéma aussi ici, donc j'ai 10 courants qui rentrent, 10 courants et qui sortent, et dans laquelle je peux établir le théorème d'Ampère. Donc la circulation de B fois D de L est égale à μ0 fois I, et donc je vais remplacer I par le double intégral de S fois la densité de courant fois D de S. Donc, on va utiliser le théorème de Stokes, donc, qui dit que la circulation de B fois D de L est égale au double intégral de ρ fois D de S. Et donc, je vais remplacer J fois D de S par I. Et donc, par identification, je peux avoir que rotationnel de B est égal à μ0 fois I. D'accord? Donc maintenant, le théorème d'Ampère joue un rôle en magnétostatique et le même rôle, que joue le théorème de Gauss. La seule différence, c'est que la circulation ici est égale à μ0 fois la somme du courant enlacé. Donc maintenant, on va passer à un potentiel vecteur. Donc, contrairement à la circulation du champ électrique qui est nulle le long d'un contour fermé, la circulation du champ magnétique ne l'est pas. Donc, en électrostatique, nous avons vu que rotationnel de E est égal à 0. Cela veut dire que E est égal à moins gradient de V plus une constante. Si on suppose la constante égale à 0, donc je vais avoir égal à moins gradient de V. En magnétostatique, c'est la même chose. Donc nous avons rotationnel de B égale, de la divergence plutôt de B égale à 0. Cela veut dire que B est égal à rotationnel de A plus grade de F est égal à rotationnel de A. Je sais très bien que rotationnel de gradient de F égale à 0. Et donc F est une fonction dérivable. Si on appelle V le potentiel scalaire en électrostatique, automatiquement on va appeler A et le potentiel d'un vecteur de l'indexion B. Donc, les équations rotationnelles de B est égal à μ0 fois J, rotationnelle de B est égal à rotationnelle de A, permet de relier le potentiel vecteur, plutôt de relier le potentiel vecteur et J, la densité de courant, par la relation rotationnelle de B est égal à μ0 fois J. Donc, on va introduire carrément, donc voilà une relation qui a été vue ou bien que nous avons vu en rappel mathématique, pour enfin dire que le Laplacien delta de A est égal à moins μ0 fois J, et c'est ce qu'on appelle l'équation de Poisson. Donc on peut développer l'équation de Poisson dans les trois coordonnées qu'on connaît, les coordonnées cartésiennes, cylindriques et sphériques. Donc ici par exemple, delta c'est le Laplacien vectoriel dans lequel on va associer A dans les trois axes. Et donc, je peux avoir par exemple l'expression suivante, dans laquelle je vais avoir une densité de courant selon l'axe X, selon l'axe Y et selon l'axe Z. De la même manière, par exemple, connaissant la loi de Poisson en électrostatique, par permutation, donc voilà, je vais remplacer 1 sur epsilon 0 par μ0 et ρ par J, et le potentiel scalaire par le potentiel vecteur pour obtenir une nouvelle expression de l'équation de Poisson qui est liée au potentiel vecteur. Donc là, on va essayer carrément de parler sur les distributions de courant. Donc je fais carrément un truc que nous avons déjà vu en première année. Par exemple, si je suppose que j'ai carrément une distribution volumique et j'ai carrément un point, une charge P, une charge Q en P, et dans laquelle je vais calculer le potentiel vecteur distant de R par rapport à P. Et donc, si la distribution est volumique, je peux avoir que P,
que V est égal à 1 sur 4 pi epsilon 0, l'intégrale sur un espace volumique de ρ fois d de taux sur Pm. Donc on va faire les mêmes conditions pour que je calcule, pour que je puisse calculer le potentiel vecteur est égal à μ0 sur 4 pi epsilon 0 sur 4 pi. Donc l'intégrale sera sur une distribution volumique de la densité de courant fois d de taux sur Pm. Maintenant, on va calculer le potentiel vecteur d'un courant continu filiforme. Dans ce cas-là, le vecteur densité de courant, J, est réparti dans un volume V des circuits filiformes. Et donc, V est le volume d'un élément de circuit de section S et de longueur S. Et donc là, je suppose carrément que j'ai un contour C. Et au point P, je suppose que j'ai carrément un déplacement volumique et qui est porté, voilà, dans laquelle je vais orienter la densité de courant Jp, G au point P. Et la question, c'est de calculer le potentiel vecteur au point M distant de R par rapport à P. Et donc, je peux facilement introduire l'expression que le potentiel vecteur est égal à μ0 fois I sur 4pi et donc voilà l'intégrale de d de L sur R. Donc voilà, donc j'ai d de V qui est égal à S fois d de L, J est égal à I, le courant est égal à la densité de courant fois la surface, et R est égal à Pm. Donc je peux facilement trouver l'expression de AM qui est égal à μ0 sur 4pi. Donc j'intègre sur un espace ici, un espace surfacique, qui n'est pas volumique ici comme le cas ici, qui est égal à J fois P sur Pm fois D de S. Donc là, on va donner carrément un exemple dans lequel je vais calculer le champ magnétique d'un solénoïde situé à la distance R de l'axe du solénoïde. Et donc, nous avons, voilà, on va utiliser bien sûr la relation de Stokes. Donc, qui traduit bien sûr, qui traduit la relation de Stokes au vecteur A. Et pour cela, on va envisager deux cas. Lorsque petit r est inférieur à grand R et lorsque petit r est supérieur à grand R. Donc, on va avoir le schéma suivant. Donc là, j'ai le premier cas dans lequel petit r est inférieur à grand R, et donc là, B il est parallèle aux lignes de champ, et donc je suppose que j'ai S qui est orienté par un vecteur unitaire qui est parallèle à B. La question, c'est de calculer le champ magnétique, le potentiel vecteur au point M. C'est pareil aussi pour le cas où petit r est supérieur à grand R. Et donc, qu'est-ce que j'ai? Donc, le vecteur d'induction magnétique B est perpendiculaire au plan de rotation de vecteur potentiel, et donc B égale à rotationnelle de A. Donc, B est parallèle à l'axe du solénoïde, et donc je veux dire que A, il est porté par, le potentiel vecteur est porté par E phi tangent au cercle de rayon R dans un sens tel que les lignes de champ tournent dans le sens positif autour de B. Et donc, on va appliquer carrément la relation de Stokes. Donc, lorsque petit r est inférieur à R, je vais carrément d de B fois d de S. Donc, S est parallèle à B. Et je peux facilement trouver qui est égal à μ0 fois N fois I fois pi fois R au carré. Donc, pareil que la circulation de A fois d de L est égale à μ0 fois N fois I fois R sur 2 fois au phi. Donc, le deuxième cas, je peux avoir, dans le deuxième cas, R est supérieur à grand R, je vais avoir facilement que Bm est égal à μ0 fois N fois I. Donc voilà, on peut représenter le champ magnétique et le potentiel vecteur dans les deux cas. Donc, je peux avoir que B est égal à μ0 fois N fois I porté par E phi, et le potentiel vecteur est égal à 1 demi μ0 fois N fois I fois R. Et donc là, c'est fois R sur R porté par le vecteur au phi. Et donc c'est très simple. On voit carrément que le champ magnétique, donc là c'est l'expression du champ magnétique et là l'expression du potentiel vecteur. Donc on va passer à la dernière partie, c'est de calculer le potentiel vecteur produit par un dipôle magnétique. Donc pour cela, on va considérer carrément un contour C orienté.
Et donc là, j'ai O, donc j'ai carrément une référence, donc O, X, Y et Z. Et donc, je sais pas, la question, c'est de calculer le champ magnétique M, le champ magnétique B au point M. Donc, pour cela, j'ai θ qui est orienté de Z vers OM, Et donc, d'après le schéma, je peux tirer les informations suivantes. Donc, l'expression du potentiel vecteur est égale à μ0 sur 4π fois I, la circulation de L sur PM. Donc là, qu'est-ce que j'ai? PM est égal à OM moins OM. Je peux développer ça et qui donne OM au carré plus OP moins 2M moins 2 fois OM fois OP. Si je développe, je peux avoir l'expression de 1 sur P, PM égale à 1 sur R, donc 1 plus R au carré sur petit r au carré moins 2 OM OP sur R au carré, le tout à la puissance moins 1. Donc là, je vais faire un développement limité à l'ordre 1 pour trouver finalement l'expression de 1 sur PM qui égale à 1 sur R plus OR fois OP sur R au carré. Et donc là, je remplace tout ça dans l'expression 19 pour obtenir enfin que AM est égal à deux parties. Donc, une partie de 1 sur R, la circulation d de L, et l'autre partie, c'est 1 sur R au carré, l'intégrale de ER fois d de O, fois dOP fois d de L. Et donc, pour la première partie, la circulation le long d'un contour fermé est nulle. Donc là, donc on va avoir 0. Et la question maintenant, c'est de calculer la seconde intégrale de l'équation numéro 19. Donc pour calculer cette intégrale, il est commode de repérer le point P de la spire pour l'angle alpha que fait OP avec le plan OM OZ. Donc si je reviens, je vais revenir au schéma, et donc vous voyez carrément que voilà que ER, donc voilà que je peux calculer ER qui est égal à sinus θ fois ER plus cosinus θ fois EZ. Et donc, bien sûr, avec sinus θ est égal à ρ sur R, cosinus θ est égal à Z sur R, je peux calculer carrément l'expression des vecteurs unitaires ER dans la base Oφθ, EZ, et qui est égal à 1 sur R, 0 et 1 sur Z. Pareil, ici, si je fais les projections, je peux avoir OP est égal à R cosinus alpha, R sinus alpha est 0. D de L, c'est la dérivée, donc c'est la dérivée de 2OP par rapport à D de alpha, donc qui égale à moins R sinus alpha D de alpha, R cosinus alpha D de alpha est 0. Et comme A, il est porté par Oφθ, par symétrie, il vient que D de L fois D de Eφ est égal à R cosinus alpha D de alpha, et ER fois OP est égal à 1 sur R cosinus alpha, R sinus alpha plutôt. Donc je vais ramener tous ces éléments dans l'expression de AφI pour finalement trouver, après calcul, trouver l'expression du potentiel vecteur A qui est égal à μ0 sur 4π I fois π fois R au carré fois ρ sur R3. Donc, je peux revenir, par exemple, pour trouver l'expression du potentiel en fonction du moment magnétique. Donc, sur le schéma, donc là, je vais revenir tout de suite au schéma. Donc, vous voyez carrément que j'ai un ρ ici, j'ai Z et j'ai R. Et donc, c'est là dans laquelle je peux introduire le moment magnétique. Et donc, EZ vectoriel ER est égal à sinus θ fois Oφθ. Et donc, je peux l'introduire facilement en remplaçant θ par R sur ρ pour trouver enfin l'expression du potentiel vecteur qui est égal à μ0 sur 4π M vectoriel ER sur R au carré. Et donc là, c'est une remarque. Le potentiel vecteur, on voit carrément qu'il décroît en 1 sur R. Et la distribution est entièrement caractérisée par son moment dipolaire.